Ok, bonjour à tous et bienvenue encore à une nouvelle édition des animations scientifiques d'EcoFog. Aujourd'hui, on a Pierre-André Wagner et Lise Cocard du lycée agricole de Matiti qui viennent nous présenter leur projet animation avec les étudiants, c'est ça? Sur la biodiversité des forêts de Matiti. Voilà, bienvenue à EcoFog. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup à vous de nous accueillir au sein de vos unités de recherche. Ce matin, Élise et moi-même, on va vous présenter un petit peu le début d'un projet qui a commencé au mois de septembre dernier, et qui doit se dérouler sur 3 années, qu'on a intitulé Biodiversité des forêts guyanaises et qu'on porte tous les deux et qu'on anime tous les deux au sein de notre établissement d'enseignement à Matiti. Pour passer le diapo, c'est du coup. Hop, merci, super. Euh, voilà. Alors, je me centre un tout petit peu, peut-être. Ok. Tout d'abord, quelques éléments sur le contexte et les enjeux qui ont permis de donner naissance à ce projet. Quelques mots sur notre établissement public de formation. Donc, euh, En réalité, ce n'est pas simplement un lycée. Euh, dans l'ensemble des lycées agricoles, que ce soit celui de Matiti ou partout en France, vous avez plusieurs centres constitutifs, en fait, dans ce qu'on appelle un établissement public local de formation, avec effectivement un lycée agricole. Donc, celui de Matiti, il accueille entre 300 et 350 élèves, ce qu'on appelle le campus Amazonia, qui en fait regroupe le centre de formation par apprentissage, où vous avez également des formations diplômantes qui pourraient être les mêmes que celles du lycée, mais qui se font donc avec, pour les apprenants, un statut d'apprenti. Donc, ils sont sous contrat avec une entreprise et ils passent leur formation sous ce statut d'apprenti. Et puis également un CFPPA, ça c'est un centre de formation pour adultes, où là il y a des formations sur demande un petit peu en fonction de ce que la profession, soit les agriculteurs notamment, ressentent comme besoin de formation. Et donc il peut y avoir des formations à la carte qui sont financées par divers moyens et qui sont proposées par le campus également. Et puis il y a également du coup comme troisième centre constitutif une exploitation agricole qui se veut être une vitrine de ce qui est possible de faire sur le territoire où se situe l'établissement. Donc, c'est à la fois un lieu du coup d'apprentissage pratique pour la pédagogie et pour former les élèves, dont les futurs agriculteurs, mais c'est également censé justement former toute personne qui va venir en tant qu'adulte, pas seulement en tant qu'élève ou aussi en tant qu'apprenti. Alors, il y a beaucoup d'acronymes dans l'enseignement agricole qui sont toujours un peu compliqués. Vous avez peut-être déjà vu cet acronyme un petit peu barbare, EPLEFPA. Voilà, ça désigne en fait ce que je viens de vous décrire. Établissement public local d'enseignement de formation professionnelle agricole. Voilà pour le sens de cet acronyme. On est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et on dépend du ministère de l'Agriculture et pas de l'Éducation nationale. Ça, c'est une photo aérienne du foncier de l'établissement. C'est 140 hectares. Les limites sont cette piste-là qui va vers la carrière, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Cette piste-là située de ce côté-là, ainsi que celle-ci. Donc, il y a ces trois pistes qui délimitent ici. Et puis, sinon, la limite sud-ouest est située ici, un petit peu après cette ligne-là. Donc, vous voyez qu'en fait, sur la photo, il y a principalement des prairies pâturées, donc qui représentent à peu près 80 hectares. Il y a une partie occupée quand même évidemment assez conséquente par les bâtiments. Il y a un tout petit peu de prairies de fauche, là, ici en clair. Il y a quelques bosquets isolés. Et puis, il y a entre 40 et 50 hectares de forêt. Alors, cette partie-là est mise en défense. Elle n'est pas pâturée par les troupeaux de la ferme. Et il y a également des zones boisées qui, elles, par contre, sont accessibles aux animaux. Donc, ça crée une diversité de milieux et d'espaces
sur lesquels on peut travailler. À signaler aussi qu'il y a ici, en fait, on est à la limite entre deux bassins versants. Là, ici, vous avez un départ de crique qui rejoint la crique des Pères, donc sur le bassin versant du Kourou. Et puis, vous avez également ici, juste vraiment la ligne de partage des eaux doit être quelque part par là. Là, il y a un petit réseau de criques qu'on verra sur d'autres photos tout à l'heure au LIDAR, qui partent là, cette fois-ci, vers le bassin versant de la crique Macouria. Donc, il y a des zones humides, des zones un peu plus sèches. Et oui. Sol sableux, non? Oui, alors là, effectivement, on est géologiquement sur la série de Coswine, donc des sédiments marins de 130 000 ans à peu près. Et on a donc des sables sur argile. Donc on est sur des sols hydromorphes. On verra peut-être tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai laissé cette diapo, une photo aérienne où on voit qu'en fait, il y avait dans les années 50-60, sur les photos aériennes les plus anciennes qu'on peut retrouver, déjà des savanes, naturellement Ça, ici. Le mot matiti signifie d'ailleurs savane. ok. Et par contre, cette partie forestière-là était connectée à l'ensemble du massif amazonien à l'origine. Donc il y a toujours des arbres ici, même si cette forêt a été fortement modifiée depuis. Il y a toujours des arbres qui témoignent en fait de cette occupation ancienne par la forêt et donc dans cette partie forestière-là. C'est pas un peu pénalisant là pour la mise en place d'expérimentations de production encore du pâturage? Ben oui, ça se comprend, mais pour le reste, vous galérez, non? Parce que c'est cultivé dans du sable, quoi. C'est ça, c'est des sols qui sont très très contraignants en fait. Et du coup, là en fait, là, bah, on va y revenir. Ici, je vous l'ai pas décrit, mais là vous avez des serres et des zones de maraîchage, donc pour de la production végétale. Et effectivement, vous avez des sols très contraignants avec des CEC très très faibles, des pH pareil extrêmement acides. Donc c'est des conditions particulièrement contraignantes pour la production végétale. Et même la production animale, hein, parce que les prairies, c'est des prairies modifiées, donc, qui ont été semées en kikuyu, en desmodium. Donc, et du coup, pour le troupeau, bon, ben, c'est pas nutritionnellement parlant quelque chose de très simple. Et vous faites quoi? Donc, c'est plutôt du hors-sol, enfin, dans des pots, tout ça, vos expérimentations, ou tu es obligé d'amener de la matière organique, enfin, de faire des amendements Alors, en pour vos fait, expérimentations? alors là, je sais que pour la partie ici qui est donc vous le devinez là sur la photo, on voit des lignes donc, qui ont été billonnées en fait, et sur lesquelles il y a eu des amendements organiques. Toute la partie maraîchage est en agriculture biologique. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a quand même eu des amendements avec du chaulage pour essayer de remonter le pH, mais c'est effectivement très, très contraignant. Il y a un peu de hors-sol, effectivement, dans des serres, mais je n'ai pas pris de photos très détaillées de la partie cultivée. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur une des diapos qui complétera un petit peu la réponse à ta question. Déjà, simplement pour vous situer, parce que toujours pareil, on parle de lycée agricole, mais en réalité, on ne forme pas des jeunes que euh, pour travailler dans les filières agricoles. Vous voyez que du point de vue professionnel, là, je parle du lycée, hein, là, je parle donc du centre constitutif lycée, pas du CFPPA ou du CFA. On a donc trois filières professionnelles, une qui va donc de la seconde jusqu'au BTS. Alors, DARC, ça veut dire développement de l'agriculture en région chaude, toujours ces acronymes de l'enseignement agricole. Et il y a une filière espace naturel, donc gestion et protection des espaces naturels avec le BTS gestion et protection de la nature. Donc là, on est vraiment dans de la gestion de l'inventaire, de l'animation, de la sensibilisation au respect de la biodiversité. Donc tout à fait un autre métier. Mais on voit tout de suite que en fait, le lycée, il est ancré dans les enjeux de son territoire. Ici, en Guyane, il y a une biodiversité exceptionnelle. Donc, ce BTS, il est censé apporter eh ben, des compétences pour répondre à ces besoins de protection, de sensibilisation et de gestion, enfin, de gestion ou de non-gestion, et en tout cas de préservation de cette biodiversité, de prise en compte de cette biodiversité dans la gestion du territoire. Et le BTS, évidemment, agricole, qui, lui, ben, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire de la Guyane, donc ben, former des compétences dans des conditions
difficiles comme celle que tu soulignais, hein, on a évidemment besoin de ça. Donc voilà, ça, les enjeux du territoire, tout lycée agricole est censé y répondre par les formations qu'il propose. Et puis, il y a également une filière aménagement paysager. Donc là, c'est plutôt pour l'entretien des espaces verts. Euh, et donc, ça va jusqu'au bac professionnel pour cette filière-là, seconde, première, terminale. Et pour les filières plus moins spécifiques, on va dire, mais quand même particulières à l'enseignement agricole, il y a le bac technologique qu'on retrouve dans la plupart des lycées agricoles, donc, qui s'appelle STAV. Donc là, c'est un bac avec une formation scientifique un petit peu plus solide qu'en bac pro. Il est censé donner la possibilité aux élèves de poursuivre en fait dans les différents BTS de l'enseignement agricole ou de poursuivre les études, tout simplement, d'une manière générale. Le bac général, donc là, en convention avec l'éducation nationale, celui-là, et avec une spécialité biologie-écologie. Donc, ils ont 6 heures de bio par semaine en terminale. Et puis, on a également une troisième technologique. Ça, c'est pour les jeunes qui voudraient insérer l'enseignement agricole et qui ne se sentent plus à leur place dans les filières classiques de l'éducation nationale. Voilà un petit peu le panorama pour le lycée. Je vais essayer d'accélérer un peu. Le PEL, donc, au cœur des enjeux du territoire, là, je viens de le dire, donc je ne vais pas trop insister dessus. Je passe. Pour l'exploitation agricole, on a déjà donné des éléments aussi. Donc, je vous ai dit que c'est principalement sur les 140 hectares de la prairie pâturée, un tout petit peu de prairie de fauche, entre 40 et 5, enfin, un peu plus de 50 hectares en couvert boisé au total. Et en horticulture, là, on voit qu'il n'y a que 2 hectares, hein. Donc, De sylviculture ou d'arboriculture, ça ne peut pas marcher sur ce type de sol, quoi. Enfin, alors, il y a une expérimentation avec le CIRAD, justement, qui a démarré il y a justement, 3 ou 4 ans, il y a 4 ans, donc sur 0,5 hectares de cacao, donc sous couvert forestier. Donc, alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Bon, ben, pour l'instant, ça, ouais, ça marche plutôt pas mal. ouais. Voilà. Mais j'ai pas assez de recul pour en dire plus. Bon, ben, du coup, la production, c'est surtout viande, on va dire. Voilà, avec un troupeau de 50 vaches. Et puis le maraîchage, donc comme on l'a dit, vous savez, la production qui est là. Pour l'exploitation agricole, ça représente 5 ETP en comptant le chef d'exploitation et 4 personnes également qui constituent l'équipe. Alors maintenant, venons-en au projet, maintenant que je vous ai dépeint un petit peu le contexte de ce que c'était notre lieu de travail. Donc, c'est en fait justement de travailler sur la biodiversité euh, des forêts guyanaises au lycée agricole. Les objectifs, ça va être donc de mieux sensibiliser nos apprenants à la biodiversité des forêts, d'une manière générale. Par expérience, on a un ressenti pour beaucoup de nos élèves de peur de la forêt, ou alors d'une approche plutôt utilitaire. On va en forêt pour se servir, on ne va pas en forêt pour contempler. Euh, une méconnaissance, ça c'est certain. Une problématique aussi sur les déchets. Donc l'idée est de former des citoyens respectueux de la forêt et de sa biodiversité. Donc, on a aussi donc, pour le BTS GPN l'objectif de développer des outils pédagogiques avec l'idée de créer un sentier botanique, de créer également des animations pour nos étudiants un peu clés en main, des mallettes pédagogiques, voire des jeux autour de la biodiversité. Tout ça pour que ce soit ensuite diffusé auprès de l'ensemble des classes de l'établissement. Le BTS GPN doit aussi nous appuyer pour contribuer aux connaissances cette fois, et donc avec une installation qui est prévue de suivi temporel, donc faune et flore, sur la forêt que je vous ai montrée tout à l'heure, donc pour constituer en fait une école de la forêt et un observatoire de la biodiversité. Donc, et l'idée est de faire le lien entre la forêt et l'agriculture. Et comment la forêt peut inspirer l'agriculture en Guyane. Donc ça rejoint le deuxième objectif, on va dire, pour les agriculteurs. Quel lien avec la forêt? Bon, ben, ça, c'est un exemple de photo que j'ai prise le long de la piste de Wayabo. Voilà, c'est une parcelle forestière qui a été
nettoyé. Donc, il n'y a plus rien. Voilà, ils ont laissé un pauvre palmier tout seul. Et le problème, c'est que voilà ce qui reste du sol derrière. Donc, on est censé faire de l'agriculture là-dessus, alors qu'on a enlevé la seule couche fertile. Et plus de couvert végétal, érosion, etc., tassement. Oui. C'est récent ça, parce que maintenant il y a quand même des méthodes de défriche faible impact Ouais, ça, avec des c'est cahiers des charges où on t'empêche enfin, on tente septembre d'empêcher. Ah 2023. oui, quand même. Ah, oui, j'ai pas vu. Malheureusement, c'est une photo récente. Donc, ils essaient de mettre en place ce cahier des charges, mais donc ils ont pris l'engin qui a fait ça, c'est des chenilles larges. C'est des chenilles qui font cette largeur-là pour limiter les problématiques de tassement. Mais le problème, c'est après, il y a l'érosion, enfin, le sol est parti, quoi. La partie fertile du sol, en tout cas. Donc, quels sont les moyens à disposition pour mener à bien ces objectifs? On a, nous, pu obtenir avec Élise ce qu'on appelle un tiers-temps, c'est-à-dire 6 heures par semaine pendant 3 ans, pour essayer de mettre en place ces outils. Et du point de vue financier, on fait des réponses à des appels à projets. Donc, il y a Élise qui va vous présenter après le challenge Une forêt d'idées, qui est un des appels à projets auxquels on a répondu. On est en recherche actuellement de financement pour le sentier botanique auprès de l'OFB, par le biais de cet appel à projet-là. On a été invité par Géraldine à participer à l'appel à projet FEDER Guyafort 2 pour développer les partenariats justement et les transferts de connaissances entre la recherche et l'enseignement. Et puis par Raphaël Maréchal pour le FEDER Santé des sols, toujours pareil, pour essayer de faire le transfert connaissances scientifiques vers la formation. Donc, les principaux partenaires, voilà, il y a vous, avec les deux UMR, Ecofog et AMAP. Et au niveau des partenaires, on a également le GEPOG, l'OFB, le réseau des savoirs des forêts, donc qui nous ont déjà pas mal soutenus, on va y revenir. Le partenariat entre l'EPL et Ecofog, il s'est fortement renforcé depuis 2022. Nous, on a mis à disposition du temps de travail pour encadrer 2 projets FTH en pédologie et description des sols en septembre 2022, en septembre 2023. Il y a eu aussi un appui à la thèse de Vinciane Badoire avec une description des sols à Paracou et Onourag. Et puis, il y a aussi en fait un transfert des connaissances scientifiques qui a démarré très vite de votre part vers nos apprenants. Voilà, avec des TP, des BTS par exemple à Paracou qui ont démarré. Un exemple de projet FTH, voilà, ils ont fait du comptage racinaire. Donc, pour essayer de décrire en fait le lien qu'il pourrait y avoir entre des contraintes de sol et la densité racinaire à la profondeur à laquelle apparaît cette contrainte. Sur Paracou, par exemple, il y a entre 40 et 70 cm de profondeur, apparition d'un horizon limoneux qui peut contraindre l'enracinement. Donc, on essaie de répondre à cette question-là. Est-ce que ça joue sur la densité racinaire ou pas? Voilà, donc euh, les projets qui ont déjà pu être lancés du coup depuis le mois de septembre. Là, je vais te donner la parole, Élise. Alors, on va remonter un peu dans le temps jusqu'à janvier 2023, donc il y a 1 an et demi. Le ministère de l'Agriculture a lancé un challenge, le challenge Forêt d'idées, qui visait entre autres à planter des arbres. C'était destiné à différents établissements de l'enseignement agricole. Donc, en tant que seul lycée agricole public de Guyane, en fait, on ne se voyait pas ne pas y répondre, quoi. Donc, on a monté un projet qui tournait autour de l'objectif de mieux connaître ma forêt pour me loger, me nourrir, me soigner. Et donc là, la fiche qui a été proposée a été réalisée par un étudiant de BTS d'Arc. Donc, les étudiants et les élèves ont été partie prenante dans la constitution de ce projet. Et parmi plus de 60 dossiers qui ont été déposés, en fait, on a remporté donc, un chèque de 10 000 euros pour mener à bien notre projet. Ça s'est passé assez rapidement et donc le chèque a été remis lors du Salon de l'agriculture en février 2023 à un étudiant et un élève de Matiti qui étaient présents pour représenter le lycée à ce salon.
Donc, avec les 10 000 euros, on a pu, pendant cette année scolaire, la 2023-2024, faire plusieurs choses. L'idée première, comme Pierre-André le disait, en fait, on a des élèves qui sont majoritairement qui ne connaissent pas en fait la forêt, voire qui la craignent. Donc l'idée première, c'était de faire en sorte de les emmener en forêt, de leur faire passer une nuit en hamac, de les familiariser en fait avec la forêt, pouvoir se baigner dans une crique, des choses comme ça. Donc, c'était le premier objectif. On a voulu proposer une formation à la méliponiculture pour faire le lien aussi avec l'agriculture. Des expositions au CDI et l'achat d'ouvrages sur la forêt. Poursuivre l'aménagement du sentier Mille et une Ops, qui est le sentier forestier du coup sur le foncier du lycée qui est très utilisé en pédagogie et qui nécessitait des aménagements. Toujours sur le volet agricole, on a imaginé une parcelle qu'on a nommée Forésilience qui remplissait justement les objectifs de se loger, se nourrir, se soigner. Donc l'idée, c'était de planter sur une même parcelle du bois d'œuvre pour pouvoir se loger à terme, des arbres fruitiers pour se nourrir et des plantes médicinales pour se soigner. Tout ça en association de culture. Et puis ensuite, à travers les différents stages collectifs des différentes filières et des différentes classes, c'était pouvoir étudier la forêt selon les thématiques, donc plutôt les sciences de la forêt, notamment pour le bac général, le territoire de la forêt avec ses aspects économiques, sociaux, environnementaux, plutôt pour le bac techno, et forêt et agriculture avec des techniques de déforestation, l'agroforesterie et d'autres autres techniques pour les filières plutôt agricoles. Alors, il y a quelques photos du coup. Donc, ça, c'est les nuits en Carbet. Donc, là, c'est l'intégration des GPN1 en septembre 2023. Donc, ils ont passé une nuit à la DNG, entre autres, enfin d'ailleurs plus d'une nuit. Donc, pour certains, c'était probablement une de leurs premières nuits. Il y en a beaucoup qui arrivaient de l'Hexagone. Les BTS d'Arc 1 qui, eux, ont passé une nuit en hamac à Stinamari dans une exploitation agricole. Le but, c'était aussi de faire les deux, du coup, de voir une exploitation agricole plutôt en forêt, donc près de la crique Toussaint. Le stage territoire des premières STAV en octobre, donc ils ont passé quelques jours sur Sinnamary. Ils ont étudié le territoire de Sinnamary et entre autres, ils ont pu rencontrer Claire et Luc sur l'exploitation de bois de rose pour la distillation d'huile essentielle. Et là, ça, c'était lundi et mardi. On est allé réviser le grand oral pour les terminales générales à Sinnamary également. Donc, on avait dans cette classe, on n'avait que 2 élèves en fait qui avaient déjà passé une nuit en hamac. Donc, c'était un gros challenge pour la plupart des élèves. Ils étaient assez réticents. En plus, on est arrivé dans le Carbet. Le propriétaire nous a annoncé qu'il n'y avait pas d'eau, donc il fallait absolument aller se laver à la crique. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. On a levé, je pense, pas mal de peur par rapport à ça. Donc, l'objectif rempli. Puis, ils ont plutôt bien révisé leur grand oral. Donc, c'était double objectif, quoi. Nos 2 classes de seconde générale et technologique vont également aller la semaine prochaine, je crois, passer une nuit en Carbet vers Caux. Et les premières AP à Tonnet-Grande. C'est, je ne sais plus, dans 2 semaines peut-être. Donc, on a pas mal de classes qui ont pu profiter de ces séjours de ces nuitées en Carbet hamac. La formation à la méliponiculture, elle s'est déroulée sur 2 demi-journées en novembre 2023. C'était porté par la LESA. Donc la LESA, c'est l'association des élèves. Donc les élèves volontaires, tous les élèves volontaires des différentes classes pouvaient y participer. On a eu une petite dizaine d'élèves concernés. Les expositions, donc c'était principalement des expositions de l'ONF. On a eu également 2 journées d'animation pour différentes classes par une professionnelle de l'ONF. Donc c'était surtout autour de la gestion forestière et des bois d'œuvre. Ça a été pas mal apprécié. L'aménagement du sentier Mille et une Ops, donc c'était un travail qui a été mené avec les premières pros aménagement paysager et les GPN2. Il y avait toute une zone qui était difficile d'accès parce qu'elle nécessitait une passerelle. Donc, sur plusieurs séances de TP, ils sont allés acheter le bois, le calcul du cubage, le transport, la découpe, la mise en place. Tout ça, parfois sous la pluie.
La parcelle Forésilience, donc ça c'est plutôt le volet agricole, donc cette fameuse parcelle en association de culture où du coup c'est pareil, plusieurs classes sont intervenues pour d'abord mettre les vaches à pâturer pour nettoyer un peu la parcelle. Ils ont fini plutôt les aménagements paysagers avec les débroussailleuses et pour faire en sorte que la parcelle soit prête à être plantée pour la journée internationale de la forêt du 21 mars où on a accueilli du coup des collégiens, j'en parle un peu après, pour qu'ils puissent participer justement à ces plantations. Le stage AET des premières et terminales du bac général. Donc AET, c'est agronomie et économie du territoire. En fait, chaque année, on essaie de trouver un thème différent. L'année dernière, on avait travaillé sur les énergies. Cette année, évidemment, on a travaillé sur la forêt. Donc, ça a été l'occasion pendant 2 semaines de faire différentes visites, donc à la xylothèque de Kourou, la scierie, à la station de Paracou, où on a eu pas mal d'explications sur le travail des scientifiques. La partielle agroforestière de cacao qui est sur le lycée. Les étudiants de DARC leur ont expliqué un peu le fonctionnement de l'agriculture syntropique. Donc là, on voit à Paracou Benoît qui est en pleine explication sur le fonctionnement de différents matériels destination de nos élèves de première et terminale de bac général. Donc après avoir accumulé pas mal de connaissances, l'idée c'était de pouvoir les transmettre. On avait déjà eu l'idée de faire quelque chose en fait à Matiti pour la Journée internationale des forêts du 21 mars. Et donc en y réfléchissant, on s'est dit que ce serait bien d'accueillir des classes de collège parce qu'on a une problématique d'image. Vous devez le savoir, le lycée agricole de Matiti a souvent une mauvaise image en fait, très agricole. On connaît peu le côté environnementale en fait de ce qu'on peut faire au lycée. Donc l'idée c'était de faire découvrir le lycée sous un autre jour. Donc on s'est dit qu'on allait accueillir des classes de quatrième de collège pour leur laisser le temps de postuler éventuellement pour venir nous rejoindre pour leur classe de seconde par exemple. Ouais, Ouais, globalement, le lycée agricole, on a eu souvent des élèves qui sont arrivés, enfin, on a des élèves qui viennent à Matiti parce qu'on leur a dit, bah, de toute façon, tu n'as pas le niveau pour aller en général, donc tu sais pas quoi faire, va à Matiti. Oui, on traîne mais je pense que c'est général au niveau national, on traîne une mauvaise image, une image de bouseux, une image de niveau scolaire assez bas. Base pour nourrir la société. Pardon, mais merci. Le métier de paysan, je dis paysan volontairement parce que ça devrait être noble, vraiment. Et en fait, ça laisse dans l'image de peut-être trop de jeunes. Après, c'est un ressenti que j'ai qui faudrait faire peut-être, tu vois, un sondage un peu plus approfondi pour vraiment se rendre compte. Mais parmi les jeunes avec lesquels on discute, qu'est-ce que tu veux faire après? Pourquoi tu es venu ici? Il y en a qui ont des projets qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, en fait. Ils veulent faire coiffeur, esthéticienne, et ils sont là à suivre des formations agricoles ou horticoles. Donc, il y en a qui sont venus par défaut. Alors, ça représente peut-être pas la majorité, mais il y en a quand même un certain nombre. Voilà. Donc, c'est ça dont voulait parler Lise. Alors qu'évidemment, pour nous, être agriculteur, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Donc, ça devrait être une fierté, surtout dans un territoire qui a besoin de ces compétences-là, quoi. Plus plus qu'ailleurs, quoi. Donc, pour déconstruire cette mauvaise image, qui est fausse, mais cette journée internationale des forêts. Donc, c'est principalement les étudiants de BTS qui ont travaillé sur la communication et l'organisation de cette journée. Donc là, les deux affiches, c'est des affiches qui ont été réalisées par des étudiants. On s'est inscrit dans le dispositif La forêt s'invite à l'école, qui est un dispositif national là, sur cette journée internationale des forêts. Et donc là, on a eu la surprise, une fois de plus, d'être nominé puis lauréat. On a eu le prix Outre-mer, bon, qui n'a pas rapporté 10 000 euros cette fois-ci, malheureusement, mais c'est pas grave, c'était super de pouvoir avoir le prix Outre-mer. Les élèves et les étudiants étaient assez fiers. Donc là, sur la photo, on voit l'accueil des collégiens, donc les collégiens du collège Oteniu en orange. En vert, c'est nos étudiants. En rouge, les lycéens. Et si vous voyez des t-shirts bleus, c'est nos classes de troisième.
Donc là, vous avez Donc en gros, on a fonctionné par atelier. C'était des ateliers tournants, 3 groupes de collégiens qui tournaient sur différents ateliers. C'était un planning un peu serré. Et les étudiants du coup de GPN ont proposé un plan pour qu'ils puissent se retrouver aussi sur les différents ateliers. Les différents ateliers que je vais vous expliquer. Le premier, c'était de l'observation d'insectes au laboratoire. Donc, tous les ateliers ont été animés par des étudiants et des lycéens. Il y avait l'encadrement d'un enseignant, mais l'animation se faisait vraiment par les lycéens et les étudiants. Donc, au labo de sciences, la découverte de la parcelle agroforestière de cacao qui est située juste à côté de cette nouvelle parcelle Forésilience, où du coup, les collégiens sont allés planter chacun un arbre pour apporter leur petite pierre à l'édifice. Démonstration de drones à usage scientifique. Donc ça, on va revenir dessus. C'est dans le cadre du projet FENOPS. On a des étudiants de GPN2 qui ont travaillé sur ce projet. Et donc, l'idée, c'était de montrer aux collégiens comment on peut utiliser des drones pour autre chose que simple loisir, quoi. Donc ça, c'est un atelier qui a été très apprécié des collégiens. Conduite de tracteur et mini-pelle en vrai, parce que quand même, on est à Matiti, donc il faut bien conduire un tracteur. Et sur simulateur, à Matiti, on a depuis un an et demi, un simulateur où du coup on met, ça peut être conduite de mini-pelle, de grue, de tracteur et autres. Ça, c'est pareil, ils ont pas mal apprécié. Au CDI, on proposait, donc il y a eu une exposition d'aquarelle de Eva Wagner qui avait participé à une mission scientifique au NOURAG. Et donc, le résultat, c'est une exposition d'aquarelle que vous avez probablement vue euh, au CEBA, aux ateliers CEBA. Elle était effectivement présentée. Et donc, à cette mission scientifique, on avait donc un de nos étudiants qui était présent, donc qui a pu, avec le support des aquarelles, expliquer aux collégiens en fait comment se déroulait une mission scientifique au NOURAG. Au CDI aussi, on avait aussi des jeux en bois qui ont été confectionnés avec l'aide d'un artiste par nos premières AP, aménagement paysager, donc la filière professionnelle, donc des jeux d'Awalé faits dans du bois de Guyane. Les collégiens ont pu également observer des oiseaux avec le club des piaphologues. Donc, le club des piaphologues, on en reparlera, c'est un club qui a été monté en septembre pour les élèves et étudiants qui sont intéressés par les oiseaux. Donc, l'idée, c'est d'aller observer avec des jumelles des oiseaux à différents endroits. Et donc là, ce jour-là, les collégiens ont pu aller sur l'exploitation en début de matinée et en fin d'après-midi pour aller observer des oiseaux. Et utiliser des jumelles, c'est pareil, ça aussi, il y en avait plein qui ne savaient pas. On a eu des animations forestières par les étudiants de GPN, donc sur l'étude de la macrofaune du sol, sur les palmiers, sur les jaguars. C'est la même chose, c'est des animations qui ont été très bien accueillies par les collégiens. Le bilan, c'est 60 lycéens et étudiants mobilisés de 10 classes différentes. Donc, c'était sur la base du volontariat. En fait, en réalité, on en a eu plus parce que le jour même, il y a eu un véritable engouement et donc il y a plein d'autres lycéens, plein d'autres élèves qui sont venus se rajouter à ces 60 élèves initiaux, de la seconde jusqu'au BTS deuxième année, 2 classes collèges accueillies. Et ça a été très, très bien accueilli, autant par nos élèves, nos personnels, que par les collégiens. Donc, l'idée, c'est de pérenniser cette journée internationale des forêts, de la refaire l'année prochaine, peut-être avec davantage de collégiens, donc soit davantage sur une même journée, ou alors le faire sur plusieurs journées, peut-être regrouper aussi cette journée avec la journée porte ouverte, qui se situe également au mois de mars, donc ce qui nous permettrait aussi de pouvoir faire ce transfert de connaissances au grand public et pas uniquement à des scolaires. Mais ça, c'est à réfléchir. Et je repasse le micro à mon collègue. Donc, du coup, dans les projets lancés cette année, donc deuxième épisode, ça rejoint donc l'idée des transferts entre la recherche et la formation. Donc tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. On a été invité à contribuer au FEDER Guyafor 2, donc qui est porté par vous-même.
Et donc, l'esprit de ce FEDER, c'est de créer une synergie entre les dispositifs existants du réseau Guyafor avec un observatoire scientifique qui intégré pour l'étude de la dynamique des écosystèmes forestiers de Guyane. Et donc, ce FEDER prévoit justement le transfert des connaissances à la fois pour l'Université de Guyane, pour AgroParisTech, mais aussi pour le lycée. Donc ça, c'est quand même une originalité. Il n'y a pas souvent des projets de recherche financés qui intègrent aussi un transfert vers la formation technique, quoi, donc, et professionnelle. Donc ça, c'est quand même une petite originalité qu'on pouvait souligner. Et ça fait du bien de pouvoir voilà, sentir ce lien entre la recherche et la formation professionnelle, j'ai envie de dire. Donc, ça s'est concrétisé. Ah, ça marche là? Tac, tac, tac. OK. Est-ce que là? OK, super. Oui, oui, là on entend, oui. Merci. OK, merci. Et donc là, c'est par comparaison, justement, on en parlait tout à l'heure, suite à ta question. Donc là, on revoit l'image aérienne donc des années 50-65. On voit que voilà, la partie forestière qui est suivie phénologiquement était reliée donc à l'ensemble du massif forestier qui rejoint ensuite l'Amazonie. Donc, mais aujourd'hui, on voit que toute cette partie-là est très fortement modifiée, évidemment, même s'il reste encore un corridor écologique intéressant constitué par la forêt de l'établissement. Et le suivi, du coup, a tout son intérêt à ce niveau-là. Alors, on voit qu'il y avait des savanes hein, déjà à l'origine, hein. Donc, prairies pâturées très, très, très pauvres. Euh, J'arrive plus à passer le. Merci. Merci. Donc, les résultats qu'on a déjà pu obtenir grâce à votre appui et puis à l'investissement aussi des étudiants, eh ben, ça a commencé par la détermination de 114 arbres de la canopée. Donc, c'est les points blancs que vous voyez là sur le sentier. Euh, Grâce à Julien, Julien Engel, pardon, de l'IRD de Montpellier. Et puis aussi à Giacomo, donc, qui est venu aidé d'un botaniste donc de l'université de Antananarive et puis d'Édimbourg également. Donc là, les petits points jaunes, c'est des arbustes qui ont été identifiés donc dans le sous-bois. Alors tu vas comprendre un peu plus tard pourquoi ça zigzague comme ça, parce qu'en fait, tu as, tu as des criques là, là, etc. Donc au début, le sentier. Et puis tu remarqueras aussi que la forêt n'est pas très large, hein. Donc, on peut presque compter le nombre d'arbres dans sa largeur. En plus, ça a été bouffé par les voisins qui crament leur savane. Et donc, cette forêt, on y tient parce que 40 à 50 hectares, mais fortement modifiée quand même, fortement secondarisée, mais où il se passe quand même plein de choses intéressantes. Les BTS, c'est leur terrain de jeu, hein. Il faut imaginer 2 ans de vie d'étudiants isolés en pleine cambrousse. Ben, ils vont faire beaucoup d'observations. Là, on a fait une extraction avec le GPOG des données qui ont été saisies sur Faune Guyane depuis 2013. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui ressortent. Donc, et ça, c'est un point sur lequel on va essayer d'améliorer justement pour que cette information soit réutilisable plus facilement. On y reviendra. Donc, voilà pour le démarrage. Donc là, il y a une des photos aériennes prises par Benoît, donc sur une des 7 photos qu'il a réalisées en aide avec du coup Nicolas Barbier qui a recalé l'ensemble des photos donc pour qu'on puisse comparer les choses. Donc là, vous voyez ben, du coup qu'on a une bonne définition. Ça va permettre pour le projet tutoré des étudiants, ils ont répondu en fait à un cahier des charges qui leur a été donné par les scientifiques. Donc, proposer une méthode de suivi phénologique au sol complémentaire de la méthode de suivi par drone.
Donc, que cette méthode a été testée par les étudiants avec une classe de seconde, donc qui ont proposé des améliorations, mais avec un intérêt fort à nouveau des élèves pour ce suivi scientifique, justement. Donc on sent que là, il y a une accroche qui se fait entre qu'est-ce que la science nous apporte. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour beaucoup de jeunes, quoi. Ils sont là en classe, en cours, ah oui, on est en maths, on est en physique, on est en chimie, mais la science, ça apporte aussi des réponses. Donc du coup, là, il y a un engouement qui peut se faire. Et puis évidemment, donc, dans le cahier des charges pour les étudiants, il y avait aussi de repérer depuis le sol les couronnes correspondant à chaque arbre vu par drone. Et ça, c'est pas forcément évident. Il y a des arbres penchés, il y a beaucoup de houppiers imbriqués, on ne voit pas forcément facilement les choses. Donc ça, ils ont fait ce travail-là pour sortir en fait une couche shapefile de ces couronnes qu'on puisse réutiliser ensuite et suivre des indices d'activité des arbres en fonction du rouge, du vert, du bleu, qui peuvent être calculés, comme le travail qu'avait fait Benoît Lagrange, par exemple, pour Paracou. Et troisième étape, ils devaient réaliser des fiches descriptives des espèces suivies. Alors, ils les ont choisies en, en discutant avec Patrick Heuret de Montpellier, de l'IRD de Montpellier, enfin de AMAP, je ne sais plus si c'est l'IRD. Voilà, INRAE, voilà, merci. Et donc, du coup, ils ont choisi avec Patrick une dizaine d'espèces, en partie pour l'effectif de certaines espèces, mais pas forcément, parce que là, il n'y a qu'un individu. Euh, mais du coup, il y a Symphonia globulifera qui est suivi à Paracou. Le Parinari, il n'est pas trop suivi. Donc, des choses, on va dire, qui peuvent se compléter ou voire être comparées. Ça reste encore à fouiller un peu plus. Voilà, donc ça c'est le travail de Benoît quand il est venu faire le suivi LIDAR, donc avec drone déjà de plus grosse taille, avec tout le dispositif et la logistique que ça suppose d'amener ça pour faire le suivi par drone. Voilà pour le vol LIDAR, donc ça rejoint un petit peu ta question du zigzag du sentier de tout à l'heure. Donc, donc là, on a à la fois la vue sur du coup, la canopée, la hauteur des arbres. Et puis ici, sur ça c'est génial parce que c'est la micro-topographie, les micro-criques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur une topographie très plane, il y a quand même, en fait, l'eau a déjà imprimé le relief. Et, et donc, là, on a des gradients, en fait, possibles d'hydromorphie entre des points hauts et des points bas. Et donc, l'idée, c'est éventuellement, en fonction de ce gradient d'hydromorphie, de voir s'il peut y avoir des liens avec l'activité photosynthétique des arbres, parmi ceux qui sont suivis en tout cas. Donc ça pourrait, c'est l'idée de sujet pour les FTH, peut-être pour dans un an à rediscuter. Donc c'est un sujet d'écophysiologie. Donc ça c'est un petit détail, voilà. Vous avez cet arbre-là qui est particulièrement haut, par exemple, qu'on va revoir sur les photos juste après. Là, il a été détouré par les étudiants. Donc ça, c'est une Vauquisiacée. Donc on le voit en fleurs sur la photo. Et là, vous avez deux Parinari campestris, donc les Chrysobalanacées, donc qui ont été aussi repérés au sol, détourés par les étudiants. Vous retrouvez cet arbre-là, la Vauquisia, avec ces espèces d'architecture en 6 mètres, vue depuis le sol cette fois. Donc cette couronne-là n'était pas trop difficile à repérer, contrairement aux autres arbres. Et là, dans le travail des étudiants, du coup, on voit par exemple, ça c'est les premiers résultats, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on voit déjà des différences de phénologie avec ici un angélique en fleurs. Voilà. Pour compléter du coup le sentier, maintenant on a fait une demande de financement pour essayer de financer des panonceaux et les installer donc le long du sentier. Donc ça c'est un prototype de petit panonceau, c'est la moitié du A5 le format. Il y aurait des QR codes du coup qui permettraient de renvoyer en fait pour chaque arbre à des fiches descriptives des espèces plus complètes parce que c'est des arbres, on ne voit pas les feuilles, c'est à 25 mètres de haut du coup, que les gens puissent avoir une description plus complète de l'arbre
grâce au QR code. Mais ça peut aussi renvoyer à des contes sur la forêt, à du graphisme, à- à des poèmes ou à des témoignages en fait sur l'usage traditionnel des plantes. Donc là, on a déjà commencé un petit peu à travailler aussi avec Marc-Alexandre Tarot, donc qui pourrait nous donner en fait un certain nombre de témoignages sur certains arbres. Et donc en fait, derrière l'idée de l'école de la forêt, c'est que en fonction de la discipline de l'enseignant, on pourrait aller sur le sentier et on peut aussi parler de la physique avec l'hydraulique des arbres, quelle est la quantité d'eau transpirée, comment ça se passe pour monter 200 litres d'eau par jour sur 25 mètres de hauteur, ou la chimie des feuilles pour de la défense contre l'herbivorie, etc. Donc il peut y avoir de la chimie, de la physique, de la philosophie, de la poésie, enfin, etc. Ça, c'est des projets, enfin, c'est chaque enseignant qui devra construire son support avec ses élèves. Donc derrière l'aspect scientifique de connaissances, il y a aussi l'intégration. Il faut que les élèves se retrouvent dans les noms qui sont proposés. Donc, et s'ils entendent un terme qui leur parle, il peut y avoir des témoignages voilà, aussi à travers le QR code d'usage traditionnel dans des langues différentes. Donc tout ça reste à construire, hein. C'est vraiment le prototype de base. Il y a du boulot. Du coup, le troisième épisode, ça va être assez rapide, j'ai presque terminé. Il y a un suivi qui a démarré sur cette forêt observatoire, donc pour la faune cette fois, avec l'OFB et le GPOG. Donc l'OFB, ils sont venus nous appuyer techniquement pour présenter aux étudiants les résultats du projet Philips, voilà, qui est fait en partenariat avec vous. Et donc, ils ont formé les étudiants à la pose de pièges photo sur le sentier. Ils ont mis à disposition des pièges photo. Donc là, il va y avoir un suivi. On a déjà vu un grand tamanoir et un oslo. C'est plutôt cool. Et bon, je ne parle pas des agoutis, il y en a partout. Et donc, ce suivi a démarré. Donc là, très, très récemment. Et puis, il y a eu cet événement-là aussi, grâce à l'OFB, auquel on a pu être conviés. Donc, Thomas Izeb, qui est un réalisateur qui vient de faire un tournage d'un documentaire, Vivre avec le jaguar, qui va être du coup, qui va parler de la relation humain-jaguar. Donc, bah, les étudiants ont organisé une table ronde sur quels sont nos ressentis vis-à-vis du jaguar. Donc, il y avait à la fois des étudiants de BTS agricole, avec des éleveurs déjà en situation professionnelle, qui se font prélever du coup eh ben, des animaux par le jaguar. Donc, un ressenti plutôt là compliqué, on va dire. Et puis également ben, des BTS GPN, eux, qui sont là plutôt en contemplant. Et donc, c'était intéressant cette table ronde-là. Le chef d'exploitation du lycée aussi y a participé, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une position de l'emplacement, enfin, la pose de piège photo avec Aurélien de l'OFB et puis nos étudiants de BTS qui installent un des pièges. Et là, c'est donc une séquence du tournage. Ils ont resimulé, entre guillemets, de la pose de piège photo parce que ça intéressait donc Thomas Isel, il est un peu caché là derrière. Et il avait son équipe, donc caméraman, prise de son. Et ça nous a impressionnés. Donc il y a pu avoir un échange aussi sur les métiers ouais, d'audiovisuel avec les étudiants, c'était bien ça. Et puis l'appui technique et scientifique du GPOG. Donc il y a une formation par Olivier Clessens auprès de nos élèves et étudiants du Club des piaphologues sur le protocole époque. Donc c'est pendant 5 minutes sur un emplacement donné, j'identifie tout ce que je peux identifier comme oiseau. Donc ça donne une donnée qui peut être éventuellement réutilisable. Parce que c'est ça aussi qu'on essaie dans le transfert connaissances scientifiques vers les élèves, que la donnée soit utile et réutilisable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire passer et ça tombe pas sous le sens pour les élèves. Ils veulent aller se balader, observer des oiseaux, voilà, c'est ça leur truc. Mais après, nous, on a aussi une autre utilité derrière qu'on essaie de faire passer, donc joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Donc voilà, ça, c'est pas encore gagné-gagné, je dirais. Il y a encore du boulot à ce sujet-là, et voilà. Et puis donc,
il y a eu aussi un projet tutoré, un autre projet tutoré d'étudiants que je ne développerai pas là, sur les oiseaux nicheurs dans les prairies pâturées du lycée, où là, ils ont mis en évidence qu'en fait, là où ils en observaient le plus, c'est quand il y avait des arbres à proximité. Donc ça remet en lumière la place de l'arbre dans les exploitations agricoles et l'enjeu biodiversité derrière. Voilà pour ça. Je n'ai pas pu tout présenter encore, mais je tiens à dire aussi merci à Raphaël Maréchal, parce qu'il est venu faire un TP avec nous. Là, je n'ai pas présenté de diapo là-dessus, sur la macrofaune du sol. Et là, il y a un lien très intéressant justement entre biodiversité et agriculture. Et, euh, et donc ça va continuer du coup à se développer. Et puis, merci aussi pour l'accueil que vous faites à nos étudiants en stage. Donc, voilà, avec Raphaël, avec Giacomo. Clément m'avait proposé aussi un stage qui n'a pas pu. Voilà, on en reparlera. Oui, voilà. Petite question, ouais. Pensez-vous que cette éducation est possible au niveau universitaire? Une fusion de climatologie, foresterie, mathématiques, biologie, physique, chimie. Veuillez répondre en anglais. Wow. OK. Yes, you can. Uh, thank you for your question. Uh, we're going to try to make this. It's not easy, but it might be something more interesting, I think, to try to rely all the topics that you talk about here. I think we have to change our way of teaching, and we're going to start with our team in the school at Matiti next school year to join mathematics, biology, and management of landscape and natural environment, to not to separate the different topics, but to put them together and try to have something which is more interesting for our students. And so we're going to try. And maybe I could answer better in 1 or 2 years. Je sais pas si... Thank you very much. I understand it. Thank you. You're welcome. Okay. But the idea is very interesting, of course, because we separate too much at the moment, the different topics. Voilà, je crois que c'est fini. Toc. Tac, tac. Voilà, c'est en fait ce que je disais, ce que j'essayais de dire en anglais, c'est qu'en fait, justement, le BTS GPN, il est rénové à la rentrée et on doit mettre ensemble toutes les matières autour d'un objectif. Donc, ça a pu être le cours de maths, le cours de biologie, le cours de physique-chimie séparés, mais on doit essayer de s'associer. Donc, voilà, c'est pas forcément facile parce que faut vraiment arriver à travailler en équipe. Voilà, on est des êtres humains, on n'y arrive pas toujours. Et au niveau national, voilà, c'est imposé au niveau national, c'est une réforme. Donc, ça se fait déjà pour le BTS GPN à la rentrée. Donc là, on a déjà bossé un peu dessus, mais on est loin d'être au point, je dirais. Et voilà, on doit partir de situations d'évaluation qui vont compter pour valider le BTS. Et de ça doit découler en fait en sorte de rétro-planning. Donc, c'est des situations qui doivent être professionnalisantes et où on assemble justement les compétences des différentes disciplines autour de cette situation-là pour dérouler notre enseignement en rétro-planning. Et donc, Oui, je disais que ça va prendre sens pour les étudiants. C'est beaucoup mieux en termes de pédagogie, mais pour les enseignants, c'est un gros boulot parce que c'est vraiment une nouvelle façon
de fonctionner autour d'un projet, et autour d'un projet commun. En fait, chaque prof va venir mettre son grain de sel, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, non, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle virtuelle qui voudraient poser des questions? Is there anybody else on the Zoom room that would like to ask any questions? Any other questions? No? Who's online? Euh, hop, est-ce qu'il y a... Non? Pas de questions online? Bon, bah, Moi, je voulais juste bravo, hein, vous féliciter, c'est super ce que vous faites. Vous bichonnez vos élèves, super actifs, bravo. C'est chouette, hein. Il y a Jérôme qui veut. Avant de passer la parole à Jérôme. Moi, j'ai une suggestion à vous faire. Euh, Est-ce que vous connaissez les aires terrestres éducatives? Et je pense que vous êtes en plein dans le truc des aires terrestres éducatives qui peuvent bénéficier d'un soutien financier, mais dont la philosophie est un peu différente de celle que vous avez présentée là. C'est-à-dire que ça doit être géré par des élèves et c'est le souhait des élèves de développer tel ou tel projet de connaissances dans cette terre terrestre-là. Mais ça rentre parfaitement dans le cadre des BTS GPM. Et donc, moi, je pense que ce que vous souhaitez faire est parfait pour ça. Voilà, il se trouve qu'on a rencontré la personne qui anime le réseau des aires éducatives à l'OFB lors du tournage là, du documentaire Vivre avec le Jaguar. Euh, Puisqu'il y avait, il y avait Stéphanie Barthes, mais il y avait également, j'ai plus son nom en tête, désolé, donc je crois que c'est Chloé. Bref, elle anime en fait le réseau dont tu parles. Et, euh, et en fait, on va voir effectivement comment on peut solliciter, dans le sens où tu le précises bien, solliciter des classes de primaire ou de collège qui pourraient, ils doivent eux choisir un site et des objectifs. Et après, nous solliciter, nous, on interviendrait un petit peu en tant que prestataire. Mais le site pourrait du coup être effectivement bénéficier de ce label. D'accord. Ah, merci. Et les aires terrestres éducatives, elles ne sont pas portées que par des primaires ou des. Moi, ouais. Voilà, moi, je pense que oui, 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 oui. Oui, vous pouvez accueillir du monde, mais l'idée, ce que vous avez fait dans cette parcelle de forêt, c'est que ça devienne une aire terrestre éducative qui soit gérée par des étudiants de Matiti, qui accueillent d'autres élèves de classe, mais c'est pas une école de Kourou qui va dire bah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une aire terrestre éducative à Matiti. Pas ça, l'idée que j'avais en tête, c'est pas ça. Et l'autre chose, c'est que il y a un projet d'atlas de biodiversité communale à Montsinéry qui est financé, qui est porté par, enfin, qui est géré par le GEPOC, si j'ai bien compris le truc, et qui va débuter bientôt. Et peut-être aussi, ça pourra être, ça, enfin, il y a des actions qui peuvent s'intégrer dans ce projet d'ABC. Merci Jérôme de tes propositions. Du coup, en fait, l'an dernier, effectivement, on a participé lors d'une semaine banalisée qu'on appelle le projet biodiversité et qui se fait hors de l'établissement, dans un autre contexte. C'est important pour les BTS de découvrir d'autres contextes pour renforcer leurs compétences. Parce qu'il y a deux cœurs de métier dans le BTS, hein. Il y a animation nature et inventaire et gestion d'espaces naturels. Et donc, dans le cadre de l'ABC, cette fois de Matoury, ils ont participé avec la CEPANGUI pendant une semaine à l'ABC de la commune de Matoury. Donc, Atlas de biodiversité communale, il y a deux objectifs, effectivement.
c'est améliorer les connaissances par des inventaires. Donc là, le deal, c'était qu'en fait, comme nous, on n'avait pas les sous pour payer les spécialistes, c'est à peu près 500 euros la journée avec un naturaliste spécialisé. Par exemple, on a fait les papillons, on a fait les chiroptères, on a fait la botanique aussi. Et en échange, nous, on a fait 2 journées d'animation sur 3 ou 4 classes de collège et de lycée de la commune de Matoury. Puisque la deuxième partie de l'ABC, c'est la restitution à la population pour qu'elle s'approprie sa biodiversité, son patrimoine, qu'elle soit sensibilisée à ça. Voilà. Et du coup, avec Monsinéry, et c'est de nouveau la CEPANGUI qui anime l'ABC là, qui démarre. Donc on devrait arriver à faire ça. Ouais. Bon. C'est la CEPANGUI. La CEPANGUI. Il y aurait d'autres. À Tonnelle, vous voulez poser une question? Réagir. Audrey Tonnel, je travaille au parc amazonien. Déjà, juste plusieurs choses. Les aires terrestres éducatives, en effet, c'est des projets qui visent principalement les écoles primaires et éventuellement les collèges. Peut-être, je ne sais pas si ça va jusqu'au niveau BTS, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment des cibles à adapter en fait dans le cadre de ces projets-là. Parce que là, ce que vous êtes en train de mener en fait sur vos parcelles, c'est vraiment en fait les études préalables, etc. pour faire la gestion. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire en ce sens-là. Deuxième chose, sur les ABC, le parc et le BTS GPN de Matiti ont également collaboré, notamment sur l'ABC de Papaïcheton, sur des projets tutorés, où en effet les étudiants sont venus faire des inventaires et faire aussi des restitutions et de l'animation auprès des scolaires et du grand public. Voilà, ça c'était pour l'ABC. Et en effet, pour Monsinéry, je pense que ça prendrait aussi tout son sens également. Et une dernière chose, parce que vous êtes en train de mettre en place, ce serait pas mal qu'on continue de collaborer parce que ce que vos étudiants vont faire sur le territoire en fait de l'EPFA, ça peut être tout à fait décliné sur d'autres territoires pour vraiment faire des mises en œuvre et les confronter en fait aux réalités du territoire, en dehors de cette zone qu'ils connaissent très bien et parfaitement. Eh ben, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour vos propositions, vos remarques. Euh, Tout à fait. C'est vrai que poursuivre le partenariat avec vous, avec l'OFB, ça nous intéresse fortement parce que, comme je l'expliquais, comme le BTS est rénové, on va devoir vraiment développer en fait ces situations professionnalisantes, donc avec des professionnels, que ce soit des scientifiques, mais aussi voilà, des institutionnels comme l'Office français de la biodiversité ou des associations, le parc amazonien. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Effectivement, Papa Icheton, c'était une expérience très forte. Donc, c'est intéressant qu'ils puissent travailler dans d'autres contextes que celui qu'ils connaissent vraiment. Et ce qui était préalable en fait à ces activités à Papaïcheton, c'était aussi la mission Ituwasu qui avait été faite à Trois-Sceaux. Ça, c'était la première fois que le BTS-GPN menait justement aller sur un territoire du parc pour mener des inventaires, faire des restitutions, et des animations avec les habitants. Ça avait vraiment été très, très apprécié. Oui, effectivement, là, ça a été un temps fort. L'accueil du parc avait été vraiment excellent pour nos étudiants. Il y a eu Clément Lirmite, notamment, qui était présent, Exactement. qui nous a beaucoup appuyé, quoi. Merci au PAG pour Sur ce, on cet appui. s'appelle. D'accord, d'accord. Très bien. Il y aurait d'autres questions? Non? Ok, je pense que tout le monde a faim. Ah ben, hein? Non, ok. J'ai pas faim. Donc je vais être long.
Tu as pris ton petit déj ce matin. Hein? Non, non, juste, moi, juste un dernier truc avant que ça termine. Si vous voulez des ressources qui existent déjà sur les fourmis, on a déjà développé des projets avec des écoles, ça marche enfin, encore. Et dans les projets précédents, il y avait des ressources pédagogiques qui ont été mises en place. Elles sont disponibles. Et donc, si vous souhaitez les utiliser, il n'y a aucun problème. Bon appétit. On va manger des fourmis. Ben, merci encore. Vraiment. De venir nous présenter vos activités du lycée. C'est vraiment super.